Donc ce matin, on va vous parler d'un nouveau métier qui a émergé en France il y a 3 ans maintenant, qui sont les infirmières de pratique avancée. Alors juste pour vous situer le contexte dans lequel ce nouveau métier a émergé, c'est pour essayer de répondre à des enjeux de santé publique auxquels on est confronté en France. Je ne sais pas si vous avez mais probablement vous avez les mêmes problématiques que nous. C'est celle de faire face à l'augmentation des patients atteints de pathologies chroniques qui vient se télescoper avec le vieillissement de la population et puis une tension sur la démographie médicale. On a une démographie médicale qui baisse en France et qui rend compliqué finalement la prise en charge de tous ces patients atteints de pathologies chroniques. Donc il a fallu essayer de réfléchir à une nouvelle forme d'organisation des soins pour répondre aux enjeux de santé. Donc c'est comme ça qu'est né finalement le métier d'infirmière de pratique avancée. Donc l'idée de la pratique avancée, c'est d'identifier des compétences et des connaissances qui étaient jusqu'à présent du champ médical et de les confier à une infirmière de pratique avancée et d'organiser des modalités de travail interprofessionnel de façon à ce que ces infirmières puissent pratiquer à un état, à un niveau avancé. Donc ça implique pour elle un développement approfondi des connaissances et des compétences. Voilà. Donc les objectifs de la pratique avancée, c'est d'améliorer l'accès aux soins des patients, d'améliorer la qualité du parcours de soins des patients et alors j'aime pas trop cet item, mais c'est quand même comme ça qu'il a été formulé, c'est de réduire la charge de travail des médecins. Alors l'idée, c'est pas que les médecins puissent aller au golf ou aux champignons pendant que l'infirmière de pratique avancée s'occupe des patients. L'idée, c'est de retirer finalement de la consultation des médecins les patients qui vont plutôt bien, qui sont stabilisés, mais qui ont quand même besoin d'être suivis au long cours pour garder le temps médical pour les patients finalement les plus sévères ou encore insuffisamment équilibrés, et c'est de gagner finalement en efficacité dans la prise en charge des patients. L'autre objectif de la pratique avancée, c'est aussi de favoriser la diversification d'exercices des professionnels paramédicaux et puis de favoriser le développement de leurs compétences et d'améliorer finalement l'attractivité du métier d'infirmier ou d'infirmière. Donc il y a un cadre juridique large, si ça vous intéresse, vous pourrez récupérer les arrêtés, mais tout ça pour vous faire comprendre que c'est un métier qui est extrêmement encadré. Les compétences, les connaissances, les actes paramédicaux, médicaux que les infirmières de pratique avancée peuvent réaliser, tout ça c'est défini par décret. Alors, les grands principes de la pratique avancée, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infirmière de pratique avancée, elle ne pratique pas seule, elle pratique en accord, enfin en collaboration avec un médecin, et elle va participer à la prise en charge globale du patient en accord avec le médecin qui lui aura confié le patient. Les infirmières de pratique avancée, elles vont intervenir sur des patients stabilisés. Même si maintenant il y a une mention urgence qui est apparue, mais les infirmières qui interviennent sur la mention, je vous expliquerai ce que c'est plus tard, de pathologie chronique stabilisée, c'est des infirmières qui vont prendre en charge un patient pas trop sévère, qui a été globalement stabilisé pour la plupart des pathologies pour lesquelles il est atteint. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par le médecin. L'infirmière, en tout cas jusqu'à présent, ça va peut-être évoluer, mais elles sont jamais en situation d'introduire des thérapeutiques. Par contre, elles ont la possibilité d'ajuster ces thérapeutiques, d'augmenter, diminuer les thérapeutiques, même si il y a en discussion un décret d'une primo-prescription. Peut-être que dans quelques mois ou quelques années, les infirmières de pratique avancée seront autorisées à primo-prescrire. La collaboration entre l'infirmière de pratique avancée et le médecin va passer par la rédaction d'un protocole d'organisation. Alors c'est quoi un protocole d'organisation? Ça vise à définir finalement le cadre d'exercice de l'infirmière de pratique avancée dans le service ou l'établissement dans lequel elle est. Donc de définir les profils de patients qu'elle va voir, à quel moment elle doit recourir et revenir vers le médecin. Et pour l'infirmière de pratique avancée, il y a une obligation à exercer au sein d'une équipe de soins
Donc soit un service hospitalier, soit une maison pluriprofessionnelle de santé. Ça peut être aussi des infirmières libérales, mais il faut qu'elles soient rattachées à un médecin. Donc une infirmière de pratique avancée ne peut pas exercer sa pratique seule, indépendamment d'une collaboration avec un médecin. Alors les domaines d'intervention de l'infirmière de pratique avancée, il y en a maintenant 5. Les pathologies chroniques stabilisées, dont le diabète, l'oncohématologie, la psychiatrie, la santé mentale, la maladie rénale et les urgences. La pratique avancée, ça va permettre à l'infirmière de réaliser des activités d'orientation, d'éducation, de prévention et de dépistage. Elle va avoir, au terme de sa formation, la capacité de réaliser des actes d'évaluation et de conclusion clinique. Donc, elles ont des compétences en examen clinique. Elles ont la possibilité de réaliser des actes techniques, de prescrire des examens techniques et biologiques, paracliniques. Elles ont la possibilité de prescrire des produits de santé non soumis à prescription médicale, des examens complémentaires. Elles ont également la possibilité de renouveler et d'adapter les posologies des prescriptions médicales. Alors, ça, c'est juste pour que vous ayez une idée de l'ensemble des pathologies que peuvent prendre en charge une infirmière de pratique avancée en pathologie chronique stabilisée. Donc, vous voyez que le champ d'action, il est relativement large. Elles peuvent prendre en charge des patients atteints de BPCO, diabète type 1, diabète type 2, insuffisance respiratoire chronique, tout le champ cardiovasculaire, l'adaptation, la prise en charge du patient hypertendu, dyslipidémique. Ça, c'est la liste des examens complémentaires que l'infirmière de pratique avancée est autorisée à demander. Donc, pour les patients qui nous concernent, donc il y a l'électrocardiogramme, le Doppler, la rétinographie. Et ça, c'est la liste de tous les examens biologiques que l'infirmière de pratique avancée est en mesure de prescrire et d'analyser. Donc, vous voyez qu'il y a une longue liste et que la plupart des examens biologiques qu'on utilise pour la surveillance des patients diabétiques sont présents. Alors, la formation IPA, avant de laisser la parole à Cathy pour qu'elle vous explique plus dans le concret qu'est-ce que c'est que l'infirmière de pratique avancée au quotidien dans un service de diabétologie. Donc, on peut être infirmière de pratique avancée après 3 ans d'expérience de pratique d'infirmière, et ça passe par une formation de 2 ans qui leur permet d'obtenir un diplôme de niveau master. Et vous voyez que la formation, elle couvre un champ très large. Ça va de la clinique au sens infirmière. Elles sont formées également à la recherche, à l'analyse de pratique. Il y a de l'anglais. Et puis, au cours de ces 2 années, elles ont 2 périodes de stage. La première année, un stage de 2 mois, et la deuxième année, un stage de 4 mois, qui leur permet d'être en immersion dans les services et de préparer finalement leur implantation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Cathy Knobel-Pièce, infirmière de pratique avancée dans le service de diabétologie au CHU de Grenoble. Je voulais d'abord remercier tout le bureau de l'ASMEDIAN, Dr Iraki, qui me permettent d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir, de découvrir Marrakech aussi. Et merci aussi, bien sûr, à Sandrine Lablanche, sans qui la pratique avancée n'aurait pas pu exister à Grenoble. Je ne serais pas là aujourd'hui. Merci Sandrine pour cette introduction et donc rappeler le contexte de l'émergence de la pratique avancée en France et son cadre législatif. Moi, je vais rapidement revenir sur l'historique de la pratique avancée, puis ensuite, je vais vous expliquer concrètement quelles sont mes journées depuis que j'ai commencé ma nouvelle activité depuis 2 ans maintenant que je suis infirmière en pratique avancée. Je développerai sur les différentes compétences qui sont allouées à la pratique avancée, et puis je terminerai sur une petite part un peu plus économique et forfaitaire dans la gestion économique de l'activité. Donc la pratique avancée, c'est pas récent en fait. Ça a été inventé entre guillemets par Hildegard Peplo en 1954, qui était infirmière et qui avait également un doctorat en sociologie, et c'est elle qui développe ce nouveau paradigme et introduit les termes de pratique avancée, et elle évoque par là une expertise qui prend en compte les avancées et les pratiques nouvellement développées dans l'exercice des soins infirmiers. Ce sera elle qui va aussi permettre le développement d'un programme de maîtrise en soins infirmiers et conduire au concept d'infirmière clinicienne spécialisée et d'infirmière clinique.
Et en fait, toutes ces déclinaisons des infirmières, qui sont donc des infirmières plus évoluées, entre guillemets, vont prendre corps et se développer au milieu des années 60-70 aux États-Unis, au Canada, et puis ensuite venir en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne, et enfin en France il y a quelques années. Et en 2008, le Conseil international des infirmiers donne une définition à l'infirmier de pratique avancée en disant que c'est un infirmier diplômé qui a acquis donc des connaissances théoriques, un savoir-faire nécessaire aux prises de décisions complexes et également des compétences cliniques solides qui sont indispensables à la pratique avancée de sa profession en fonction du champ dans lequel il exerce. En quelques chiffres, le rapport de l'OCDE met en avant que la pratique avancée évolue dans le monde et qu'on dénombre aujourd'hui 330 000 IPA, répartis dans 25 pays. En France, nous sommes un peu plus de 2324 en 2024. Les inscriptions à la fac continuent de s'étoffer, de plus en plus d'étudiants, notamment sur la pathologie, sur la mention pathologie chronique stabilisée qui intéresse beaucoup les étudiants et qui trouve aussi le plus son sens sur le territoire pour venir étayer l'offre de soins. Et sur le CHU, en local, nous sommes 14 infirmiers de pratique avancée. Nous sommes répartis dans différents services, la néphrologie, la cardiologie, l'oncologie, la neurologie, le vasculaire, les urgences et donc la diabétologie. Donc notre métier a été défini aussi selon des compétences, avec un modèle conceptuel qui a été proposé par le docteur Amric et c'est celui qu'on a retenu en France. Il y a eu d'autres modèles aussi qui existent. Dans tous les cas, les trois grandes compétences de l'infirmière pratique avancée sont l'expertise, le leadership et l'autonomie. Ces trois grandes compétences sont étayées aussi avec trois autres compétences, la collaboration, l'expertise et l'accompagnement des équipes, je vais y revenir après, la prise de décision éthique, parce qu'en fait pendant la formation, le master, on a aussi des cours d'éthique pour pouvoir aussi être à même de participer aux prises de décisions complexes, aux réflexions d'équipe éventuellement, et puis aussi tout un axe de recherche. Donc pendant la formation aussi, nous avons des apports en épidémiologie, en statistique, des cours sur la spécificité, la sensibilité, enfin voilà, pour que nous soyons à même aussi de pouvoir suivre l'actualité en lisant des articles, en les comprenant et surtout pouvoir pratiquer selon l'evidence-based nursing, c'est-à-dire la science fondée sur les preuves. Donc en pratique, voilà, à quoi ressemblent mes journées? C'est beaucoup de consultations. Une consultation UPA, ça commence par l'accueil du patient, tout simplement. Soit c'est un patient que j'ai déjà rencontré, soit c'est parfois quelqu'un que je rencontre pour la première fois. Il est toujours adressé par un médecin. Je profite du coup pour refaire un point avec lui sur les derniers événements qui se sont produits depuis la dernière fois qu'il m'a rencontré ou qu'il a rencontré un professionnel de santé du CHU. C'est l'occasion aussi de revenir sur sa santé, mais aussi potentiellement sur les autres éléments de sa vie qui peuvent influencer son diabète, parce qu'on sait aussi que les événements de la vie, et notamment qui peuvent être stressants, influent sur le diabète et sont aussi très importants à prendre en charge. Donc voilà, on démarre sur une discussion un peu informelle au départ, et puis après on se recentre sur le diabète. C'est aussi le moment de faire le point sur les traitements, c'est-à-dire qu'est-ce que vous prenez en ce moment, quels médicaments, à quelle dose, parce que c'est toujours riche de se rendre compte qu'entre ce qui a été décidé la fois d'avant et ce qui se fait en pratique, il y a souvent un écart, comme vous le constatez tous, je pense. Donc voilà, de comprendre aussi pourquoi vous prenez plus ou pourquoi vous n'avez pas augmenté la dose, les discussions, et puis ensuite lecture des résultats. Donc soit ils ont un capteur et on peut décharger les données, soit ils ont revenu avec leur carnet de glycémie, éventuellement un bilan sanguin, et puis voilà, on regarde, et puis voilà, les questions, voilà, la démarche elle reste toujours un peu dans le cadre de l'éducation thérapeutique aussi. Donc quel est le résultat et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse avec tout ça? C'est un peu toujours ça le fond de la consultation. Et puis ensuite on va dans le détail, c'est-à-dire pourquoi les hypos, pourquoi les hyper, à votre avis qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, lecture et analyse de courbe ou du carnet de glycémie qui peut aussi être parfois suffisant pour comprendre les événements, répondre aux questions.
Et puis ensuite, voilà, affiner les objectifs de la consultation en fonction des problématiques qu'on aura repérées et pouvoir accompagner dans la gestion de l'hypo, de l'hyper, des repas, de l'activité physique, enfin, du problème aussi du moment, entre guillemets. Et ensuite, discuter sur les ajustements thérapeutiques et ce qui est envisageable pour le patient, ce qui est négociable, jusqu'où on peut aller, voilà. Proposer aussi parfois d'aller plus loin dans les thérapeutiques, proposer une pompe à insuline, voilà, c'est aussi ça, la consultation IPA. Et j'ai beaucoup de chance parce que ma consultation dure 45 minutes aussi. Donc c'est ce qui me permet aussi d'avoir le temps de pouvoir prendre le temps, détailler tout ça. Et puis ensuite, on passe en général sur l'examen clinique, donc qui reste orienté. Si le patient va bien, voilà, ce sera la surveillance du poids, de la tension, vérification des lipodystrophies, qui permet aussi de vérifier, voilà, la technique d'injection, si les rotations des sites sont faites, éventuellement une auscultation cardio-pulmonaire si elle est nécessaire, l'examen des pieds, rappeler aussi, voilà, les consignes par rapport au chaussage, des choses comme ça, rechercher les poux, faire le test au monofilament. Évidemment, cet examen clinique, il va s'orienter aussi en fonction de l'état clinique du patient. Hein, s'il arrive, comme ça va arriver de nouveau cet hiver avec de la fièvre, une toux, etc. Voilà, je vais démarrer ma consulte par l'examen clinique et m'assurer que, par exemple, il n'y a pas de crépitant ou de choses plus urgentes à gérer, entre guillemets, que le diabète, et voir à le réorienter si besoin. On parle aussi du suivi des complications. On fait le point, voilà, sur le dernier rendez-vous en ophtalmo, en cardiologie, les Doppler. Est-ce qu'ils ont un suivi dentaire? Et puis j'élargis aussi, voilà, chez les femmes au suivi gynéco, au dépistage du cancer colorectal chez les patients de plus de 50 ans. C'est aussi l'occasion de faire un point sur la vaccination, que ce soit la vaccination ponctuelle de grippe et Covid au moment de l'hiver, mais plus sur le pneumocoque aussi également. Et puis ça permet aussi, voilà, de voir un peu justement si ces suivis sont à jour, s'ils ne le sont pas, si le patient est en difficulté pour s'organiser, pour les mettre à jour. Pourquoi pas proposer un HDJ où il va pouvoir bénéficier d'une rétinopathie, d'un Doppler, d'une consultation diète éventuellement, organiser des consultations plus rapprochées, des consultations téléphoniques ou de la téléconsultation aussi, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont actifs, qui ont du travail, c'est pas forcément facile de se déplacer. Donc voilà, tout ça c'est organisable 4 fois par an au forfait, et après ça peut être plus si besoin sur des forfaits non facturables, mais j'y reviendrai après. Donc tout ça pour quels patients concrètement? Eh bien, du coup, ça va être le suivi de tous les patients, qu'ils soient diabétiques de type 1 ou de type 2, adressés donc par le diabétologue, qui soient sous multi-injection, sous pompe à insuline, les patientes enceintes, les patients qui ont aussi un diabète pancréatoprise. Je suis aussi les patients qui ont des plaies de pieds diabétiques. Une fois par semaine, le mardi, je fais la consultation de pieds diabétiques suivi des plaies. Consultation aussi pour les patients qui sont en boucle fermée. Je faisais que les suivis, mais je vais aussi faire les initiations à partir de maintenant. Et je prends aussi en charge les découvertes de diabète en ambulatoire. Ça, c'est un travail qu'on a mis en place avec les médecins et les diététiciens du service. Je vais y revenir également par la suite. Donc mes missions, comme l'a dit Sandrine, du coup voilà, j'assure le suivi des patients conjointement avec les diabétologues. Je suis jamais tout seul, il y a toujours un diabétologue référent. J'adapte et je renouvelle les traitements, donc que ce soit ceux du diabète, les doses d'insuline, les ADO, etc. Mais comme voilà, j'ai aussi une lecture des examens biologiques. Si le patient est sous statine et que son taux de LDL n'est pas à l'objectif, je peux augmenter la statine et prescrire ensuite la biologie de contrôle qui va avec. Pareil pour les antihypertenseurs. Enfin, voilà, je suis aussi un peu sentinelle, ou au contraire, quand je vois que justement le RAC commence à plus être bon, etc., j'en alerte le diabétologue pour qu'on puisse introduire tout de suite un traitement et permettre la surveillance derrière sans attendre. Oh là, ça va trop vite. Comment je reviens en arrière? Flèche arrière. Je me suis fait déborder, pardon, merci. Excusez-moi. Beaucoup d'éducation thérapeutique, bien sûr, et coordonner donc le parcours de soins avec les autres intervenants de santé également. Donc un exemple, par exemple, avec Monsieur G qui avait 40 ans, qu'on a rencontré l'été dernier. Il n'avait pas de suivi depuis longtemps. Il est venu via les urgences. Il avait fait une hypo sévère à 0,14 grammes par litre. Il a été vu par un médecin du service qui du coup me l'a remis en consultation un peu rapprochée pour qu'on puisse faire le point. Et en fait, ce monsieur s'était fait très peur avec cette hypo sévère en fait. Et là, il s'est dit, il faut que je me reprenne en main. Il avait un diabète de type 1 depuis l'âge de 14 ans, pas d'autres antécédents.
et pas du tout de suivi. Quand je le rencontre, il a un tir à 58%, 11% d'hypo, et puis surtout, il fait des alternances hypo-hyper, et aucun bilan depuis de nombreuses années. Et donc, il est d'accord, il s'est fait peur, il est d'accord pour revenir le mois suivant avec voilà, l'envie d'avancer et de progresser. Donc la consultation est déjà à ce moment-là le moment d'entamer un travail éducatif sur la physiopathologie du diabète. En fait, qu'est-ce qu'il en a compris, cette maladie, qu'est-ce qu'il identifie comme problématique, la cinétique des insulines aussi, la temporalité des injections, parce que finalement, pourquoi les hypos, pourquoi les hyper, c'est souvent ça aussi le problème. Fait trop tôt, trop de corrections, trop de resucrage. Donc voilà, on entame tout ce travail-là. Et puis surtout, je lui propose de lui mettre un capteur avec les alarmes, notamment l'alarme basse, qui va lui permettre de le protéger de l'hypoglycémie qu'il ne ressent absolument plus. Il n'a aucun ressenti de l'hypoglycémie. Le tir passe à 64% en octobre, mais toujours des hypos à 18%. Donc là, l'étape d'après, passage sous pompe avec le système de sécurité Basal IQ qui permet aussi d'arrêter l'injection d'insuline quand le système détecte que le patient va passer en hypoglycémie, ce qu'il accepte. Et donc, petit à petit, voilà, l'équilibre métabolique va pouvoir s'améliorer. On va bien sûr poursuivre le travail en termes d'éducation sur les comportements, surtout finalement parce que, voilà, une hypo, ça lui fait très peur aussi, donc il se resucre trop, il passe en hyper, donc il a peur d'être en hyper, donc il se corrige mais trop, donc il retombe en hypo. On travaille, voilà, ça se fait au fil des mois, et puis petit à petit, et voilà, avec l'aide aussi de la technologie, les choses évoluent et s'améliorent avec un tir à 75% et 3,5 hypo % d'hypo en mai. En juin, j'avais réussi à organiser un HDJ justement pour bilanter un peu les complications. Donc, il a pu bénéficier d'une rétinographie, d'un Doppler artériel. Je lui avais prescrit un score classique à faire à l'extérieur. Tous les examens sont revenus sans particularité. Et on a fini par activer la boucle fermée le 15 juillet. Je l'ai revu la semaine dernière et il avait un tir à 86%, 4% d'hypo. Surtout, il ressentait mieux ses hypos. Et ça, voilà, c'était quelqu'un qui a repris des couleurs sur l'année et qui a réussi à stabiliser son diabète et à avoir une meilleure qualité de vie. Et il en était ravi. Donc voilà. Après tout ce travail, voilà, c'est moi qui l'ai conduit, mais toujours aussi en lien avec le diabétologue qui le suit, des échanges de mails réguliers, des échanges aussi avec les prestataires pour mettre en place les dispositifs de capteurs, enfin non pas de capteurs là, mais de pompes et de boucles fermées. Autre exemple d'une prise en charge un peu complexe, cette fois-ci, c'est Madame A, c'est une dame diabétique de type 2 qui a 74 ans, diabétique de type 2 depuis 30 ans, elle est multicompliquée, elle a une rétinopathie diabétique et elle dialyse 3 fois par semaine. Cette dame, elle est sous pompe à insuline depuis de nombreuses années qu'elle gère toute seule, mais bon, ça commence un petit peu à échapper au bon équilibre et son tir est à 31%, mais elle fait pas d'hypoglycémie. Moi, c'est la première fois que je la vois, elle arrive et en fait, elle est HI, le caté est bouché et en fait, elle s'en est pas vraiment rendue compte qu'elle est HI, elle s'est pas vraiment rendue compte qu'a priori ça dure depuis au moins 24 heures. Donc voilà, je fais la surveillance de glycémie, de cétonémie et puis j'essaie de reprendre avec elle la conduite à tenir en cas d'hyper. Je lui dis, je rentrais chez vous, changez votre cathéter, je vous rappelle dans 3 heures, je la rappelle, la glycémie est retombée, je lui ai fait une injection même de rapide sur le coup dans le service, voilà. Et je lui dis, revenez dans 3 semaines, on verra mieux les choses, parce qu'en plus il y avait un contexte infectieux, elle était malade depuis quelques jours, elle avait pas la grippe, mais un syndrome grippal, donc c'était difficile d'entamer des modifications, quelles qu'elles soient, dans ce contexte-là. Elle ne revient pas. Entre-temps, elle fait un AVC pariétal à droite et une suspicion de maladie de Horton qui va être traitée par corticothérapie, donc qui va aussi entraîner une décompensation hyperglycémique. Comme elle est suivie en dialyse, il la voit 3 fois par semaine avec tout le temps des glycémies qui sont HI. Donc du coup, le médecin de dialyse m'interpelle et me dit, on peut pas rester comme ça, que fait-on? Je dis, il faut qu'elle revienne et puis il faudrait qu'elle revienne avec quelqu'un de sa famille parce que là, ça va devenir compliqué. Et donc, elle vient avec sa fille. Et donc là, voilà, c'est une consultation qui dure un peu plus de 45 minutes, mais qui est très intéressante parce que voilà, c'est l'occasion aussi de faire le point avec la famille sur, pareil, qu'est-ce que c'est que le diabète, comment le gérer. La fille qui me dit, mais nous, on fait les insulines, on l'aide à faire les bolus. Voilà, je lui dis, mais regardez, hier soir, par exemple, on prend les courbes, on sort les courbes, et je lui dis, mais regardez, hier soir, je m'excuse, mais vous n'avez pas fait de bolus et on voit bien qu'elle a mangé, la glycémie monte. Elle me dit, mais oui, mais elle a pas mangé sucré. Je dis, d'accord, mais elle a mangé quoi? On a mangé du riz et du poulet.
D'accord. Mais voilà, mais le riz c'est pas sucré, donc on fait pas de bolus. Bon bah voilà, ça permet aussi d'éduquer la famille et d'amorcer aussi bah voilà le soutien familial en soutien de ces dames qui commencent un peu aussi à perdre son autonomie et ça c'est difficile pour la dame à vivre, c'est difficile aussi pour son entourage. Pareil pour les traitements, en fait, c'est l'occasion de se rendre compte que sur toute l'ordonnance faite par le médecin de dialyse, il y a à peu près 50% des traitements qui ne sont pas pris, en fait. Donc voilà. Donc on parle de tout ça, on commence aussi à évoquer le fait que va falloir qu'il y ait une infirmière qui passe peut-être à la maison pour préparer les traitements, pour vérifier la pompe. Bon, c'est un travail qui se fait un peu petit à petit parce qu'il faut aussi laisser le temps aux gens d'accepter, mais tout en faisant qu'elles se mettent pas en danger non plus. C'est un peu le problème. Donc à un moment donné, voilà, j'ai coordonné avec la coordinatrice du CCAS, avec sa fille, le cabinet infirmier, les infirmières du prestataire, voilà, toute une prise en charge autour de cette dame pour que les choses s'organisent un peu plus rapidement. Et puis aussi, à un moment donné, on voit qu'on s'en sort pas, quoi. Elle est toujours à chier, en gros. Donc là, je lui ai dit, Madame A, il faut qu'on enlève la pompe quelque temps, qu'on rééquilibre le diabète, on fait passer les infirmières, et quand ça ira mieux, on en repart. Et ça, elle a accepté. Et donc voilà. Et après, j'ai pu la revoir. Et après, on a cette pompe pour cette dame, c'est aussi son autonomie. C'est la plus sa pompe. Elle le vit très très mal. Donc j'ai entamé une négociation et donc elle a accepté que l'infirmière passe faire la moitié de la lente. Comme ça, on est sûr qu'il y a toujours un peu de lente en fond, même si le cathéter se bouche, et qu'ensuite les infirmières gèrent les bolus aussi à la maison et elle garde la pompe. Donc voilà, on a conclu un deal comme ça et le deal c'était aussi, bah voilà, on fait comme ça pendant 2 mois. Vous voyez le médecin qui vous suit, le diabétologue référent, et si les résultats s'améliorent pas, enfin en tout cas se dégradent à nouveau, et ben on enlèvera la pompe. Et pour l'instant ils se maintiennent avec un tir à 50%. Donc chez cette dame qui est multi-compliquée, qui a 74 ans et sans hypoglycémie, on est dans les objectifs. Et voilà, j'ai été recontactée fin août par la coordinatrice du CCAS, c'est la structure en fait qui coordonne les infirmières qui passent à la maison, et qui me dit oui, la dame, elle peut pas trop qu'on suive le protocole, elle dit aux infirmières de faire moins, du coup elles font moins, mais je suis pas sûre. Enfin bon, ça recommence à dévier un petit peu, donc du coup j'ai demandé à ma collègue du prestataire de repasser chez la dame, décharger les données qu'elle m'a envoyées, j'ai réajusté le protocole. Donc voilà, c'est un suivi qui se fait comme ça au long cours. Et ensuite, voilà, toutes ces décisions de retirer la pompe, de négocier un 50% de lente, etc. Voilà, je les ai initiées, mais bien sûr, avec aussi l'accord du diabétologue derrière quand même, qui était en copie de tous les mails. Voilà. Et donc voilà. Et par ma fonction d'infirmière de pratique avancée, on a pu il y a 2 ans mettre en place carrément autre chose, un parcours ambulatoire du patient de découverte de type 1. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand les médecins de ville, par exemple, appellent avec une découverte de diabète chez un patient et on pense que c'est du diabète de type 1, comment le prendre en charge, surtout qu'à cette époque-là, il y a 2 ans, on était dans un contexte de fermeture de lits, il nous manquait beaucoup de lits en hospitalisation, donc c'était pas forcément judicieux d'hospitaliser tout le monde et surtout les patients qui n'étaient pas forcément décompensés trop fortement. Donc j'ai mis les diététiciens et donc les diabétologues et moi-même, on fait un trio pour prendre en charge ces patients, mais que sur un côté ambulatoire. Ils restent pas hospitalisés et ils sont vus en gros sur 15 jours, il va y avoir environ 7 consultations. La première, elle est toujours avec le diabétologue, c'est lui qui fait l'annonce de la pathologie, puis moi je les vois dans la foulée et ensuite moi voilà, soit je vais les revoir, soit les avoir au téléphone entre 6 et 7 fois et j'organise aussi une consultation avec l'équipe de diététique. Il y a quand même des critères d'exclusion, évidemment, si ils ont une cétonémie trop élevée, s'ils sont en hypokaliémie, une fatigue intense, un syndrome polyuropolydipsique trop intense, une conscience altérée, ou trop d'anxiété, si le patient est seul aussi, ou évidemment s'il refuse. Dans le déroulement concret, en gros, voilà, si l'appel est passé avant 14 heures, on a le temps le médecin, du coup, prescrit, comme c'est de la primo-prescription, moi ça je peux pas le faire, mais prescrit le lecteur, les insulines, et le patient, on le voit dans la foulée l'après-midi. Si l'appel arrive dans l'après-midi, on prescrit pareil le traitement, la surveillance glycémique, et le patient est vu le lendemain.
Donc voilà, concrètement, cette première consultation annonce du diagnostic, on met en place le matériel d'autosurveillance, les insulines, la supplémentation par potassium. Moi voilà, je vais vérifier aussi l'acétonémie, faire l'électrocardiogramme, éventuellement une prise de sang avec le dosage des anticorps si ça n'a pas été fait en amont, un bilan éducatif partagé pour connaître le patient, ses habitudes de vie, balayer rapidement ses habitudes alimentaires, etc. Lui donner les numéros d'urgence. Et puis ensuite, voilà, petit à petit, jour après jour, organiser les consultations qui vont permettre d'ajuster les doses d'insuline, de vérifier aussi par rapport à l'académie à quel moment arrêter la supplémentation. Et puis surtout, le débriefing finalement des courbes, même sur 24 heures, voilà, commencer à amorcer de l'éducation sur, voilà, quand vous mangez pas, voilà ce qui se passe. Et en fait, c'est assez concret pour eux. C'est finalement assez intéressant parce qu'on est directement dans leur quotidien et avec leurs problématiques. Donc ça aide aussi à ancrer les choses peut-être plus rapidement. Donc voilà, et donc les consultations diététiques, il y en a minimum une, parfois deux, ça dépend aussi le désir du patient, parce que c'est vrai que ça peut faire aussi beaucoup d'un seul coup. Donc voilà, la première consultation diététique, elle va être surtout sur voilà, repérer les aliments glucidiques, un petit peu les proportions. Pour ceux qui sont déjà finalement très à l'aise et qui acceptent les choses, on peut directement passer des fois sur de l'IF assez vite. Ça dépend aussi beaucoup du patient et de son acceptabilité de la maladie. On s'aide de beaucoup d'outils éducatifs. Oups. Mince, je vais trop vite. Voilà. Hop. Donc voilà, la première consultation, surtout le but principal, c'est que le patient soit en autonomie suffisante pour gérer les données de glycémie, s'injecter l'insuline et avoir les conduites sécuritaires, surtout par rapport à la gestion d'hypo. Même si finalement c'est pas dans les premiers jours qu'elle va se produire, mais voilà. J'axe surtout le travail là-dessus, gérer l'hyperglycémie aussi, éventuellement l'acétonémie, la surveillance s'il y a besoin, et qu'il intègre bien que voilà, s'il ne mange pas ou que s'il mange pas de glucides, il fait pas de bolus. Ça c'est le minimum requis à la fin de la première séance pour qu'il rentre en sécurité chez lui. Et puis ensuite voilà, au fur et à mesure des consultations, on affine, on peaufine sur voilà tout le reste de l'éducation. On revient sur la physiopathologie, sur le type de repas, sur les repas gras, sur l'activité physique, etc. Voilà, c'est vrai que des fois ils nous ont mis un peu en difficulté en nous disant oui mais ce week-end je pars en week-end au ski, il va falloir voilà, c'est tout le problème du parcours ambulatoire, c'est que du coup ils sont pas hospitalisés, donc des fois il faut s'ajuster et on transpire un peu, mais ça s'est toujours bien passé. Donc ensuite la consultation à 1 mois, parfois la télésurveillance finalement on n'a pas eu besoin entre temps. Une consulte à 3 mois, donc la consulte à 1 mois ou à 3 mois c'est soit avec moi soit avec le diabétologue. On propose aussi des hospitalisations de jour quand ils ont déjà à peu près 6 mois de vécu du diabète avec d'autres patients pour échanger sur une grosse demi-journée, et une consultation à 9 mois et puis après on part sur un suivi annuel ou pluriannuel en fonction de l'équilibre du diabète. Et donc après 2 ans de parcours, et en tout 57 patients qui ont été pris en charge. Ça fait finalement une semaine sur 2 un patient qu'on prend en charge comme ça. 45 étaient des diabétiques de type 1, 12 étaient finalement des diabètes de type 2. Ça fait 211 consultations tout confondu, des prises en charge donc très individualisées et très proches du quotidien des patients. Avec pour but voilà principalement qu'ils soient autonomes le plus rapidement possible, que ce soit voilà pour se surveiller la glycémie, pour s'injecter, pour adapter aussi leur dose, finalement aussi leur donner un petit peu les clés pour qu'il y ait un peu de souplesse dans leur repas, dans leur vie, et voilà qu'ils se sentent en confiance eux-mêmes pour enlever une unité ou deux, ou en ajouter une ou deux en fonction de la vie qu'ils ont. 7 patients qui sont partis en hôpital de jour pour mettre une pompe à insuline, et une seule patiente qu'on a hospitalisée 2-3 semaines après la découverte parce que c'était vraiment très lourd pour elle. Elle avait fait une hypoglycémie qui avait beaucoup stressé. Elle se retrouvait seule à la maison parce que sa famille avait dû repartir, et voilà, il y avait ce contexte-là, mais c'est la seule qu'on a hospitalisée, et finalement pas pour des raisons métaboliques. Donc voilà, un petit exemple voilà avec Madame S, 25 ans, qu'on a rencontré en avril 2022, une hémoglobine glycée à 13%, qui a pu bénéficier des 7 consultations, dont une avec la diététicienne, des objectifs sécuritaires qui ont été mis en place, et une patiente très rapidement qui a pris les choses en main, qui s'est vite investie, qui a vite géré ses doses, qui est passée sous pompe très rapidement aussi, et puis du coup voilà, elle est tombée enceinte quelques mois plus tard, et avec le professeur Lablanche on a pu assurer son suivi du coup mensuel
mensuel en alternance. Elle avait déclaré en même temps que le diabète la maladie de Hashimoto. Donc du coup, voilà, moi j'assurais aussi cette surveillance, même si c'est pas dans mon cadre d'action, moi je peux pas agir, mais je surveille la TSH, et quand je vois qu'elle est pas bonne, j'en réfère au professeur qui me dit ajuste la dose comme ci comme ça. Donc voilà, tout ça se fait avec fluidité. Elle a accouché en août, et pour l'instant, ses résultats métaboliques restent très satisfaisants. Un autre cas, celui du diabète de type 2, monsieur A, donc lui, 58 ans et sans antécédents médicaux non plus, qu'on prend en charge en ambulatoire en début de cette année, avec une hémoglobine glycée à 15,3. Donc au départ, on initie en basal bolus. On vérifie au scanner qu'il n'y a pas d'autres problématiques, ce qui n'était pas le cas. Les anticorps sont négatifs, et du coup, introduction d'ISGLT2 et de metformine fin janvier. Et puis voilà, rapidement, on a pu le sevrer en insuline rapide, puis en insuline lente. Donc voilà, tout ça, ça se fait au décours de consultations qui sont ensuite souvent téléphoniques, c'est-à-dire que voilà, avec le capteur relié à distance, moi je peux accéder aux données, je vois que tout va, enfin voilà, le patient il a un tir à 99%, je dis écoutez, on va arrêter la rapide, et puis ensuite je vérifie la semaine d'après, si je vois que tout est ok, je le rappelle, ça se fait assez rapidement, et puis comme ça permet aussi de libérer le patient des injections d'insuline qui restent quand même aussi parfois qui sont difficiles à vivre. Et puis après aussi, voilà, je le revois une dernière fois pour lui expliquer que du coup, on peut aussi, si on a réussi à sevrer l'insuline, on peut aussi enlever le capteur, que la surveillance, elle se fera par l'hémoglobine glycée, que c'est important de le faire tous les 3 mois, qu'il conserve quand même la possibilité de se contrôler au bout du doigt en cas de doute, et que bien sûr, voilà, je travaille sur qu'est-ce qui vous a amené à consulter, et donc qui garde en mémoire que ces symptômes-là sont les symptômes de décompensation hyperglycémique, et qu'à ce moment-là, évidemment, il n'attend pas pour contacter son médecin. Dans le cadre de la consultation de pied diabétique, là c'est un autre suivi, donc c'est le suivi des plaies, des patients qui sont porteurs de plaies chroniques diabétiques. Donc j'évalue la plaie, je vais pouvoir suivre son évolution, prendre en charge aussi un peu plus largement, voilà, le chaussage est-il adapté, en termes d'état vasculaire, où est-ce qu'on en est, s'il a une bonne vascularisation ou pas, depuis quand on a vérifié le dernier Doppler, comment est aussi l'équilibre du diabète, parce que de toute façon il n'y aura pas de cicatrisation si on n'a pas la bonne décharge, si on n'a pas une bonne vascularisation, et si on n'a pas un bon équilibre du diabète. Je vais pouvoir represcrire le pansement, les soins infirmiers. Ça va être aussi l'occasion éventuellement d'échanger avec le podo-orthésiste s'il y a besoin d'ajustement au niveau de la chaussure, de la décharge. Et puis bien sûr, il y a toujours aussi un médecin référent si jamais la plaie se dégrade trop et que voilà, je vois qu'elle est infectée. Moi, je peux pas introduire l'antibiothérapie. Donc voilà, à ce moment-là, je vais chercher le médecin référent pour lui montrer la plaie, et puis du coup, on va pouvoir lancer l'antibiothérapie. Et également aussi pour tout ce qui est prescription des chaussures, de l'appareillage sur mesure, je peux pas faire la prescription, ça c'est le médecin qui le fait, donc voilà. Mais bon, ça des fois ça peut se faire à froid de la consultation, je vais dire au médecin qui va faire l'ordonnance, et puis c'est envoyé par la suite au podo-orthésiste. Et puis pareil, voilà, si devant une mauvaise évolution de plaie ou une plaie qui stagne pendant des mois, on finit par se dire bon, la radio elle a déjà tant de mois, le Doppler aussi, on réorganise du coup un hôpital de jour où le patient peut bénéficier des examens pour essayer d'avancer dans la prise en charge. Et puis après, bien sûr, voilà, ça peut être aussi un réadressage à nos confrères du vasculaire, aux orthopédistes en fonction de la plaie et de son évolution. Donc voilà, donc tout ça c'était le champ de la compétence clinique, et donc toute cette compétence clinique, elle s'articule avec une autre compétence qui est la collaboration. Donc voilà, comme elle a dit professeur Lablanche, je ne peux pas travailler toute seule, donc je travaille avec tous les médecins du service, je travaille aussi avec les intervenants à l'extérieur, que ce soit en ville, avec les médecins traitants, avec les autres infirmières pratiques avancées, les infirmières libérales, les médecins de dialyse, enfin voilà quoi, je communique avec tout le monde, et je tiens aussi tout le monde au courant de ce qui est fait dans le cadre du diabète. Je participe par ailleurs aussi à des groupes de travail au sein de l'institution et au conseil de service, et aussi au niveau paramédical dans l'établissement.
Accompagnement. Une autre des compétences d'infirmière pratique avancée, c'est aussi, voilà, de participer, on va dire, à l'amélioration et au maintien des bonnes pratiques. Et ça, je le fais avec l'équipe qui travaille en hospitalisation. Et en fait, c'est un temps que j'ai organisé avec eux une fois par semaine où on se réunit après les transmissions d'équipe pour voir s'il y a des thématiques, des problèmes que je peux aider à dénouer, que ce soit sur des prises en charge, que ce soit des questions, voilà, très très pratiques ou théoriques. Et ça permet d'améliorer et de maintenir les bonnes pratiques dans des services où les gens ne restent pas forcément et où le socle de connaissances finit par s'effriter un petit peu et donc ça permet, voilà, de maintenir le niveau un peu de tout le monde et surtout d'essayer de faire que tout le monde ait à peu près le même discours auprès du patient. J'interviens aussi à l'extérieur dans les écoles d'infirmières, d'aides-soignantes. J'ai fait des conférences à la demande de services de santé en ville aussi. J'organise aussi parfois des temps forts à la demande de l'équipe on a eu des thématiques qui étaient assez prégnantes sur les soins palliatifs ou les TCA. Donc j'ai fait venir les gens des équipes des autres services pour discuter, pour qu'on puisse avancer, avoir des connaissances à partager parce qu'on prend aussi en charge ces patients-là au sein de l'hospitalisation. Et voilà. Et donc aussi au niveau de l'établissement, je participe à la commission paramédicale et je participe aussi à l'association qui essaye de structurer les infirmières pratiques avancées dans la région. Et donc tout ça, pour faire tout ça aussi, il faut du leadership. Donc voilà, emmener tout le monde, que ce soit le patient vers la pompe à insuline ou une boucle fermée ou à accepter une hospice, que ce soit l'équipe pour travailler ensemble, remettre des documents à jour, pourquoi pas faire des vidéos, pourquoi pas remettre l'éducation au premier plan. Sandrine m'avait confié ce groupe de travail qui est en cours, voilà, pour remobiliser un peu l'équipe autour de l'éducation thérapeutique. Ça va être la création d'outils, ça va être tout ça qui est mis en place. Donc quelques chiffres pour mon activité. En tout, en 2023, 635 consultations de suivi, dont 550 facturées, sans compter les HDJ, environ 8 consultations de pied par semaine. Ce que j'appelle le LED, c'est mon temps avec l'équipe 3 fois par mois en moyenne. 31 découvertes de diabète prises en charge, les cours auprès d'équipes des urgences et des infirmières. Et rapidement sur la cotation, on a 2 modalités de prise en charge. En fait, on travaille au forfait. Donc, soit le patient est orienté par le médecin vers l'IPA. La première fois que je le rencontre, on appelle ça le forfait d'initiation. Je peux le faire durer qu'une seule fois dans la vie du patient. Et ensuite, ce sera les forfaits de suivi qui valent pour 3 mois. Donc, c'est-à-dire que si, en fait, il y a nécessité de le voir plus, les autres consultations ne seront pas facturées. C'est gratuit. Voilà. Ça n'amène pas d'argent. Et sinon, il y a un autre canal de forfait, plus par exemple pour des patients qui vont être orientés depuis la ville ou éventuellement Proxy, qui est l'association avec qui on travaille, pour faire un bilan ponctuel ou une séance de soins ponctuelle. Donc ça, c'est vraiment des gens chez qui, ou par exemple les postes hospitalisés. Je revois les gens en post-hospitalisation, je vérifie que tout est bien resté équilibré, qu'ils ont fait les examens demandés, qu'ils n'ont plus besoin d'être suivis au CHU. Je vais les voir qu'une fois ces gens-là, donc là je fais un bilan ponctuel, un soin ponctuel et je ne les reverrai pas. Je les réadresse au médecin traitant. Voilà, et sachant que voilà, à chaque fois que de toute façon je fais une consultation, je suis tenue de faire un compte rendu et de le diffuser aux intervenants de santé du patient. Et donc, il me reste à m'investir un peu plus dans la recherche et notamment la recherche paramédicale et puis continuer, de développer la profession, d'en parler et comme vous me donnez la chance de le faire aussi ici aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.